Alors, bonjour à tous. Ma communication concerne les débats parlementaires sur la législation exceptionnelle qui est présentée à la Chambre italienne au début de juillet 1814 par le président du Conseil Francesco Crispi, et je tenterai d'expliquer les étapes qui portent à la présentation et à l'approbation de législation exceptionnelle des natures répressives. Pour faire ça, je rappellerai les différentes argumentations des députés partisans et opposants aux lois. Je vais surtout me focaliser sur les thèses soutenues par les gouvernements dans les parlements et dont la diffusion dehors des chambres du pouvoir est assurée par le journal de Francesco Crispi, le président du Conseil, qui s'appelle La Réforme. À la fin, je ferai, si j'ai le temps, une brève comparaison avec la France, où, au même moment, va se dérouler un débat pareil sur une législation exceptionnelle contre les anarchistes. Je commence par la fin du débat parlementaire et donc par son résultat. Le 19 juillet 1814, la Gazzetta Ufficiale du Royaume italien publie les textes des 3 lois qui seront définies anti-anarchistes. La loi 314 punit la détention et l'utilisation des explosifs sous peine d'amende ou d'emprisonnement. La deuxième loi punit ce qui, par la voie de la presse, provoque à commettre les crimes de meurtre ou incite à la lutte des classes. Ces délits relèvent de la compétence des tribunaux communs. La loi punit même quiconque s'adresse par la voie de la presse à l'armée, dans le but de les détourner de ses devoirs militaires. Ce deuxième délit relève de la compétence de la Cour d'appel. La dernière loi punit par l'exil forcé quiconque est affilié à une association de malfaiteurs qui a pour but de bouleverser les institutions. Cette troisième loi cessera d'être en vigueur le 31 juillet 1815. En dépit de la nature réactionnaire des lois, Crispi obtient l'approbation de la Chambre des députés et du Sénat les 11 et les 12 juillet 1814. Pour comprendre cette approbation, il faudra tenir en compte de nombreux facteurs. La fin du siècle a été une période très complexe en Italie. En décembre 1893, Crispi revient au pouvoir à la suite des scandales politiques financiers les plus importants de l'Italie unifiée, celui de la Banque Romane, qui avait provoqué la chute du premier ministre Agostino De Pretis. Le discrédit des institutions face à l'opinion publique n'était jamais aussi enraciné. D'ailleurs, pendant que la crise économique provoquait une grave récession, les conflits sociaux semblent en train de se radicaliser. En 1892, il y a eu la naissance du Parti socialiste italien. L'année suivante, les mouvements qui s'appellent des Fasci siciliani, un mouvement des ouvrières siciliennes, avaient plongé dans le chaos la Sicile et même certaines régions du continent. Au même moment, les anarchistes continuaient à faire des victimes en Italie et en Europe. On s'aimant la paire à tel point que les années 1892-1894 sont définies les années du terreur. Donc, le retour de Crispi au pouvoir est accueilli avec enthousiasme par la Chambre et par les pays, qui appellent tous les deux à un gouvernement fort, capable de restaurer l'ordre social et d'inaugurer une nouvelle période de grandeur pour la patrie. Pour une partie de l'opinion publique, Crispi était encore l'homme de Garibaldi, le promoteur de l'expédition des Mille, et il représentait la figure d'un patriote qui avait pour seul but le bien-être de la nation. Un titan infatigable, un homme fort, viril, en dépit de son âge. Dans un tel climat d'attente et de crise à la fois, l'explosion d'une bombe devant le palais de Montecitorio le 8 mars 1814 donne l'occasion à Crispi à présenter à la Chambre, le 10 avril, la première loi anti-anarchiste, la numéro 314, qui concernait la détention des dispositifs explosifs. Dans son discours de présentation des lois,
au Parlement, il affirme la volonté d'accomplir ses projets législatifs avec la présentation des autres lois pour donner au gouvernement toutes les armes pour se battre contre ces nouveaux genres des malfaiteurs, les nouveaux barbares. Pour l'instant, à cette première lecture du projet, n'en suit une deuxième. La Chambre était très occupée sur l'examen du budget. Il était nécessaire une ultérieure dramatisation de la situation pour faire passer un projet législatif si répressif. À mi-juin, 3 événements dramatiques attirent l'attention de la Chambre sur le projet. L'attentat d'un anarchiste italien, Paolo Lega, contre Crispi, la mort du président français Sadi Carnot, et tué par la main d'un anarchiste italien, San Cesario, et celle du journaliste garibaldien Giuseppe Bandi, assassiné par un anarchiste qui s'appelait Oreste Lucchesi. Ces événements créent un climat de commotion et de peur générale dans le pays. Ces attentats constituent la prémisse indispensable pour la présentation des lois à la Chambre et certains des facteurs les plus incisifs pour assurer l'approbation des lois. L'attentat contre Crispi, qui se déroule en Via Gregoriana au centre de Rome, touche les pays et renforce la position du président à la Chambre. En outre, à partir du jour de l'attentat, le journal de Crispi, La Réforme, s'engage dans une vraie campagne politique à faveur d'un majeur contrôle de la presse, qui est considérée la vraie responsable de la diffusion des idées anarchistes. À travers les articles du journal, commence à se définir un schéma de raisonnement manichéen, tendant à montrer que la lutte contre l'anarchisme n'est que la lutte du bien contre le mal, et surtout contre la mort de la patrie. 8 jours après l'attentat contre Crispi, le président de la République française, Sadi Carnot, est tué à Lyon par San Cesario. La Réforme donne beaucoup de place à la narration de l'attentat. Son engagement à faveur d'une législation exceptionnelle devient plus évident. La critique à l'anarchisme monte de plus en plus en puissance. On parle des propagandes du délit masquées par le fanatisme. On remarque la nécessité de l'empocher pour défendre la société à tout prix. Le journal paraît définir ce qui sera l'argumentation gouvernementale la plus importante pendant les débats parlementaires. Les nouveaux malfaiteurs ne sont pas des ennemis politiques. La propagande anarchiste est une propagande antisociale. Ils n'ont pas aucun but politique, ils n'aspirent qu'à la destruction de l'ordre et de la patrie. Le 1er juillet, Giuseppe Bandi est tué par la main d'un anarchiste italien. Les journalistes, directeurs du journal Il Telegrafo, garibaldien et mémorialiste de l'expédition des Mille, avaient promu une campagne contre les anarchistes après la mort de Sadi Carnot. Les mêmes jours de l'attentat, Crispi présente les lois 315 et 316 à la Chambre, en reprenant les argumentations qui ont déjà trouvé leur place sur les pages de son journal. Les députés radicaux imbriani s'opposent au projet présenté par Crispi, en mettant en garde la Chambre du risque que les gouvernements puissent faire approuver les lois dans la foulée des attentats. Selon Imbriani, Crispi veut limiter la liberté d'expression et d'association, et donc la liberté individuelle. À cette argumentation, qui sera plusieurs fois reprise par l'opposition, les gouvernements répondent avec une thèse opposée et identique à la fois. Les lois, affirme-t-il, ont été pensées et proposées au fond de défendre la liberté individuelle et la liberté de la patrie par les chevaliers de la dynamite et du poignard. Crispi écrit sur son journal intime. Il s'agit d'une question de liberté, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est la liberté. Est-ce qu'il s'agit de liberté quand on tue avec les poignards des citoyens innocents? Est-ce qu'il s'agit de liberté quand on utilise des bombes pour détruire des palais publics? Si mes adversaires croient que la liberté est celle-ci, moi, je ne suis pas d'accord. Le 2 juillet, on commence la discussion à propos de chaque projet de loi avec la deuxième lecture de la première loi. Le débat est bref. Seulement des députés radicaux interviennent
en soulignant l'inutilité des lois qui concernent des crimes déjà envisagés par les codes pénals. Il critique surtout les décrets de sévérité des peines prévues. Les députés républicains Salvatore Barzilai critiquent la loi qui prétend de juger l'intention délictueuse de l'individu détenteur des matériaux explosifs. En réalité, les argumentations de l'opposition n'arrivent pas à convaincre la Chambre et au contraire provoquent des interventions très extrêmes comme celle du député Odescalchi qui affirme la nécessité des lois plus sévères pour se libérer de ces animaux, même avec la réintroduction de la peine de mort. Mais les discours les plus incisifs sont ceux de Francesco Spirito, le rapporteur de la commission parlementaire chargée d'analyser les projets, et de Francesco Crispi. Tous les deux rappellent les contextes législatifs européens où la plupart des pays ont déjà approuvé des lois exceptionnelles face à la montée de la violence. De cette façon, ils vont soutenir l'harmonie de la législation italienne avec celle des autres États libéraux et même souligner comment en Italie, les peines proposées se distinguent par leur indulgence face à celles des autres pays. Même la réforme consacre plusieurs articles à l'explication des législations exceptionnelles étrangères, et en particulier au cas français et à celui de l'Angleterre, où Lord Salisbury vient de présenter un projet de loi en faveur de l'expulsion des individus dangereux. La comparaison avec l'Europe et surtout avec la France, qui est la patrie incontestée de la liberté, permettent au gouvernement de légitimer la loi italienne. En effet, Crispi avait préparé de façon détaillée la bataille parlementaire, comme il faisait d'habitude avant des grandes occasions politiques. Il avait demandé aux ambassadeurs italiens en Europe une copieuse documentation concernant les législations exceptionnelles de nombreux pays. Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, Hollande et les États-Unis d'Amérique. Il avait en particulier bien étudié la législation française de 1893 et analysé. Il avait analysé même les décisions prises par certaines cours d'appel français. Par ailleurs, il avait acquis de nombreuses connaissances sur les mouvements anarchistes européens grâce à la documentation fournie par un agent de police italien établi en France. Même grâce à la préparation du président du Conseil, la loi est approuvée en deuxième lecture. Le 7 juillet, il y a donc la dernière lecture de la première loi et la première lecture de la deuxième. La rédaction ministérielle concernant la deuxième loi anti-anarchiste affirme « Lorsqu'on pousse à la lutte des classes par l'avis de la presse, lorsqu'on cherche de diffuser l'idée universelle de la destruction, lorsqu'on fait l'apologie des attentats et on proclame la volonté de détruire la famille, la civilité, il faut forcément intervenir. Le mal qui vient de cette propagande est si évident qu'il faut demander des antidotes efficaces. L'opposition parlementaire à cette loi est plus vivace car des députés socialistes s'unissent à la voix des radicaux. Ils sont convaincus que cette mesure législative contre la propagande de la lutte des classes voulait en réalité frapper la propagande socialiste. Pour cette raison, les députés Enrico Ferri intervient en expliquant la différence entre la propagande socialiste et la propagande anarchiste. Il affirme que dans les premiers cas, l'acte violent n'est pas considéré comme un moyen de propagande des idées. Des autres députés dénoncent les périls d'une loi qui offense les principes de la liberté et qui a pour but d'assurer un majeur pouvoir au Premier ministre. Crispi répond aux accusations en définissant la nature de la loi, ni politique ni exceptionnelle, qui avait pour seul but l'amélioration de la législation pénale existante. Le président du Conseil assure qu'il ne savait pas frapper les hommes qui se chargent de l'éducation et de la rédemption des plebs, mais seulement les journalismes et les journaux qui arrivent à la main de tous et qui parlent d'anarchie et de la propriété
comme un vol. À la fin de la session du 7 juillet, la Chambre refuse la modification de la loi proposée par les députés Barzilai qui demandaient que la matière des lois fût réglée par la Cour d'appel. Dans la session successive, celle du 9 juillet, le Parlement approuve la loi 314 et 315 sans modification. Pour ce qui concerne la dernière loi, Crispi est obligé de trouver un compromis avec l'opposition qui menaçait d'empêcher à long terme la continuation du débat parlementaire. Pour supprimer ces gênes, le gouvernement accepte les modifications au projet présenté par le député de gauche Luigi Lucchini, qui efface certains entre les aspects les plus durs de la loi. Finalement, le 10 juillet, les débats parlementaires commencent. Ils terminent le 11, dans un climat d'exaspération générale dû même à la canicule de Rome. L'opposition se bat contre ce dernier projet qui est considéré comme une nouvelle manomition du principe de liberté et de justice. En particulier, la protestation concerne la peine de l'exil forcé, définie à Nantes italienne, un produit de l'aberration du sens juridique italien. Les députés critiquent la rétroactivité du premier article, selon lequel même celui qui avait été jugé innocent pouvait risquer la peine de l'exil seulement si suspecté d'être dangereux pour la société. L'ambiguïté du 13e article, dit le député Altobelli, permet au gouvernement de punir avec l'éloignement physique des individus toutes les oppositions gênantes au moment des élections. Pour cette raison, cette loi est tout à fait une loi électorale, même si le gouvernement s'efforce de les masquer. Les députés Barzilai affirment au moment des élections, lorsque le gouvernement voudra battre les oppositions à la Chambre, il sera utile d'épurer les listes électorales en éloignant tous qui ont déjà été condamnés selon les dispositions de l'article 247 du Code pénal. L'accusation est, comme Crispi dit, l'offense la plus grave qui pouvait être faite envers le gouvernement. Mais le président est prêt à répondre sur la base de sa propre thèse. Les lois anti-anarchistes constituent des lois sociales dont le but est de protéger la famille et la société. Nouvelle barbarie, haine contre l'autorité, violence, esprit de destruction, attentat contre l'ordre civil. Avec ces mots, marqués par Crispi sur un cahier, on peut résumer les argumentations de défense de la troisième loi. Les gouvernements refusent la définition du délit anarchiste comme un délit politique, une rébellion au système. Il s'agit plutôt d'un délit commun, social, c'est-à-dire d'un délit qui veut frapper l'organisation sociale dans sa totalité, qui a pour but la dissolution de la civilité. Dit Crispi à la Chambre, je cite, « Aujourd'hui, nous connaissons un nouveau ennemi qui menace la famille, la propriété, la religion. Il menace tout ce qui est sacre pour nous sans savoir ce qu'il veut. Je comprends les républicains, je comprends les socialistes, je ne comprends pas l'anarchiste. » Le journal La Réforme, qui suit les débats, reprend toujours ces concepts en titrant ses articles « La défense sociale », pour la tutelle sociale, humanité et prévidence. Donc la négation du statut du délit politique permet à la fois la délégitimation du mouvement et l'application des normes prévues de l'article 248 du Code Zanardelli, qui règle les délits communs en matière d'incrimination et de sanctions. En profitant, donc pour comprendre quelque chose et arriver à la conclusion, en profitant de tels climats de terreur des années 90, Crispi réussit dans l'approbation des lois qui sont, comme un historien italien a écrit, illibérales, mais surtout antisocialistes, pas anti-anarchistes. Ça veut dire que cette loi mire surtout à frapper les socialistes. Face à des conflits sociaux toujours plus marqués, la véritable inquiétude de la classe dirigeante dépend de la croissance du parti ouvrier, qui va connaître une dimension de diffusion relevante et qui a tout à fait les caractéristiques du parti moderne.
Les lois anti-anarchistes permettent au gouvernement une authentique épuration des listes électorales, avec l'effacement forcé des 800 000 candidats, surtout dans la région du Sud, et le 22 octobre de la même année, la dissolution du Parti socialiste et de chaque association lui étant affiliée. À mon avis, ces succès du gouvernement peuvent même être considérés comme un succès personnel du président du Conseil. Les débats sur les lois anti-anarchistes furent même un débat sur la figure de Crispi, et donc un débat qui, à un certain degré, peut se dire personnalisé. L'extrême polarisation du débat sur les lois anti-anarchistes est même un révélateur de la capacité polarisante de Crispi. J'avais prévu même une comparaison avec la France, mais si j'ai le temps, c'est pas... D'accord. Alors, pour conclure ma réflexion sur les débats italiens, je propose une comparaison avec les débats sur la législation anti-anarchiste qui se déroule en France dès décembre 1893 à juillet 1894. Les deux premières lois sont présentées le 12 décembre après l'attentat des Vaillants à l'Assemblée nationale, tandis que la troisième est présentée après la mort de Sadi Carnot. Tous les trois lois sont approuvées par l'Assemblée. Les socialistes, les radicaux et les républicains plus à gauche de la Chambre française reprennent les mêmes argumentations que les Italiens. Ils critiquent l'inutilité des lois en affirmant que, je cite, « Toutes les fois que le gouvernement a voulu poursuivre un journal devant le jury pour excitation anarchiste, il a obtenu des condamnations. » Mais ce qui m'intéresse est de montrer brièvement ce qui émerge pendant les débats de la troisième loi, qui est aussi en France les débats les plus longs et litigieux. Il en résulte en effet la même volonté des législateurs italiens de ne pas reconnaître la nature politique du délit anarchiste. La loi est proclamée, je cite, « nécessaire au nom de la sécurité sociale de la République », comme dit Maurice Lasserre, rapporteur de la commission qui examine les textes de loi. La réponse des socialistes et des opposants veut souligner les limitations à la liberté et les périls de l'instrumentalisation politique des lois, même en France comme en Italie. Jean Jaurès dit que le but de la troisième loi est à celui de fermer les bouches qui protesteraient précisément contre ces régimes d'avilissement universel, tandis que les députés vaillants affirment que les lois, je cite, n'ont pas été faites seulement contre les anarchistes, mais bien plus contre les socialistes révolutionnaires, contre le socialisme qui est le véritable ennemi que la réaction gouvernementale veut battre et contre lesquels elle vous demande des armes d'exception et des proscriptions. Ces rapides considérations sur les débats français nous permettent de souligner qu'en même moment, en Italie et en France, les partisans et les opposants aux lois choisissent presque les mêmes mots et proposent des argumentations identiques. Ils nous montrent bien évidemment les fortes connexions à la fois politiques, culturelles, idéologiques entre les deux pays, qui se trouvent alors à devoir répondre à ces défis lancés par la vague anarchiste. Merci.